Donc Ortelius effectue un travail de compilation des noms de lieux anciens, et ce travail, qui est systématique, trouve son débouché dans plusieurs dictionnaires qu'il a réalisés, ou plusieurs catalogues, qui sont considérés d'ailleurs comme très importants par ses contemporains. Alors, en 1579, il y a le nomenclator Ptolémaïcus, pardon. En 1579 également, la Synonymia Geographica, et en 1587, le Thesaurus Geographicus. Des dictionnaires qui sont de plus en plus importants en taille d'ailleurs. Je signale que l'étude critique des anciens toponymes est pour Ortelius une préoccupation ancienne. Ortelius avait l'habitude, dans ses voyages, dans ses occupations les plus diverses, de faire, ou dans ses lectures tout simplement, de faire des listes de noms de lieux qu'il rassemblait dans des fiches. Il y avait des listes qu'il rassemblait dans des fiches. Et alors, on voit par exemple dans la première édition du Theatrum Orbis Terrarum en 1570, à la suite des cartes, un dictionnaire de noms de lieux qui sont extraits d'auteurs anciens et modernes. Ce dictionnaire est compilé par un des amis d'Ortelius, qui est Arnold Milius, à sa demande donc. C'est un dictionnaire qui comprend 2100 entrées environ et qui est en deux parties. La première partie fournit une liste de noms anciens accompagnés de leurs correspondants modernes, et la seconde partie, qui est symétrique à la première, présente une liste de noms modernes avec leurs équivalents antiques. Le plus souvent, selon un procédé qui sera mis en œuvre également dans les cartes du Parergon, la mise en correspondance des noms anciens et modernes est établie par l'intermédiaire d'une référence à l'auteur, au livre, où cette correspondance a été trouvée. Então, esse trabalho de compilação dos nomes antigos fez com que ele acabasse fazendo uma série de dicionários ou catálogos, né, que ele vai publicar com essa lexicografia. Né? Então, ele publica um em 1579, aliás, dois, né, e outro em 1587. O estudo crítico desses antigos topônimos é uma preocupação antiga da parte de Ortelius, que vai ter o hábito de fazer listas de nomes e de lugares a partir das suas leituras, que ele então colocava junto em fichas. Né? E a primeira edição, e é isso que está aí na imagem, do Theatrum Orbis Terrarum, de 1570, trazia junto dos mapas um dicionário de nomes de lugares extraídos de autores antigos e modernos. Esse dicionário foi compilado a pedido dele por Arnold Milius. E ele tinha 2.100 verbetes, perto de 2.100 verbetes, organizados em duas partes. Na primeira parte, ele fornecia uma lista de nomes antigos, acompanhados dos seus correspondentes modernos. E na segunda parte, que era simétrica à primeira, ele apresentava uma lista de nomes modernos com seus equivalentes antigos. Né? Além disso, ele trazia, junto a esses nomes, a referência do autor onde ele tinha encontrado essa correspondência, por exemplo, Mercator, Clusius, entre outros. Alors, la première version du répertoire est peu satisfaisante, elle manque d'exactitude, la quantité de noms est considérée comme insuffisante, et elle constitue néanmoins le prototype de réalisation postérieure d'Ortelius dans ce domaine. Dès l'édition de 1571 du Theatrum, un nouveau titre va être donné au dictionnaire, c'est la Synonymia Locorum Geographicorum. En 1579, Ortelius va faire de ce dictionnaire un ouvrage séparé qui est publié chez Plantin, un ouvrage qui comprend environ 10 000 entrées,
dont la présentation est le plus souvent ordonnée de la manière suivante. Je donne la manière dont est construite une notice. Nom en latin, parfois en grec. Brève description du genre de lieu auquel le nom correspond. Lac, ville, île, etc. Auteur d'où le nom a été extrait. Équivalent moderne en une ou plusieurs langues. Alors, la Synonymia Geographica contient également la liste des auteurs anciens et modernes, 438, qui ont servi de source au dictionnaire. En 1587, Ortelius publie sur le même modèle intellectuel le Thesaurus Geographicus, qui comprend environ 30 000 entrées et qui se caractérise en particulier par l'espace accordé à la discussion des sources dans les entrées du dictionnaire. Le succès de l'ouvrage dans l'Europe savante est très important, tout à fait considérable, et il y aura une deuxième édition en 1596 qui est encore plus importante en quantité. A primeira versão desse repertório é considerado por ele mesmo como pouco satisfatório. Ele achava que ela faltava exatitude e também ele achava que a quantidade de nomes era insuficiente. Mas ele vai ser o protótipo de uma série de realizações posteriores de Ortelius nesse domínio. E a gente vai ver então que ele vai aumentando as edições do dicionário juntamente com as edições do teatro. Até que em 1579 ele faz uma obra separada, publicada na tipografia de Plantin. Ela já continha cerca de 10 mil entradas, na qual elas eram apresentadas da seguinte maneira. Primeiro vinha o nome em latim, às vezes em grego, depois uma breve descrição do tipo de lugar ao qual esse nome se referia, né, se era um lago, se era uma vila, se era uma ilha, o autor ou o lugar de onde esse nome tinha sido extraído, o equivalente moderno em uma ou várias línguas, né? Então, essa sinonímia geográfica continha igualmente a lista dos autores antigos e modernos, 438, que serviam como fontes do dicionário. Em 1587, a obra já continha 30 mil entradas, que também se caracterizava pela discussão das fontes que embasavam as entradas do dicionário. E o sucesso dessa obra foi tal na Europa que ela recebeu uma segunda edição em 1596. En place de ce qui pourrait être appelé une conscience géohistorique moderne qui permettrait de retrouver en quelque sorte une épaisseur de passé dans les lieux mêmes du présent. Cette conscience s'exprime cependant de manière complexe. D'une part, effectivement, il s'agit bien de comprendre ce que disent les textes anciens, quels qu'ils soient, dès lors qu'ils contiennent des mentions toponymiques. Ainsi, les dictionnaires réalisés par Ortelius conjointement aux cartes du Parergone permettent aux lecteurs modernes de lire les lieux dans le texte ancien en plaçant les lieux sur un fond de carte moderne. Mais en même temps, le geste de traduction organisé dans le dictionnaire ou dans la carte sanctionne le fait que le monde géographique moderne ne correspond plus exactement à ce que décrivent, disent, pensent et imaginent les textes anciens. Une distance a été prise et je vais en donner une seule indication parce que je suis déjà trop long à propos d'un aspect des cartes du Parergone. Então, ele destaca a importância dessa empresa da construção dessa toponímia antiga, né, e essa importância de colocar a correspondência dos nomes antigos e modernos, assim como a localização moderna dos topônimos antigos, que poderia ser considerado um aspecto importante, né, dessa sua, o que ele chama de uma consciência geohistórica moderna, que permitia encontrar o vestígio do passado no presente. Essa consciência, no entanto, se exprimia de uma maneira complexa. De um lado, tratava-se de compreender os textos antigos, do que eles continham de toponímias. Assim, os dicionários
produzidos por Ortelius, conjuntamente com as cartas antigas, permitiam ao leitor moderno ler os lugares no texto antigo e colocar esses lugares numa carta, num mapa moderno. Mas, ao mesmo tempo, esse gesto de tradução organizado no dicionário fazia com que o mundo geográfico moderno permitia ver que o mundo geográfico moderno não correspondia mais exatamente ao que descreviam os textos antigos. Uma distância tinha se instalado. E ele vai dar aqui apenas um exemplo desse processo de distanciamento entre a toponímia antiga e o mapa moderno. Alors, les cartes du Parergon donc, ne sont pas seulement des illustrations, des gloses des auteurs anciens, qu'ils soient profanes ou sacrés. Ortelius, dans ses cartes, va développer une relation prudente, voire critique aux sources textuelles qu'il utilise. Alors c'est le cas justement donc, des toponymes, dont la localisation précise est une préoccupation constante pour le cartographe. Les cartes du Parergon, donc, notamment pour ce qui concerne l'histoire profane, contiennent de nombreux cartouches dans lesquelles sont données de longues listes de lieux qui sont considérés par Ortelius comme non inscriptibles sur la carte, parce qu'ils sont inconnus de lui, ou incertains, ou discutables. Ce qui est une autre manière d'envisager la question de l'inconnu qu'évoquait hier Carla. Ainsi, par exemple, dans la carte de 1584, carte sur la Sicile, donc, le cartouche intitulé Veteris Siciliae Loca, Incertae aut prorsus incognitae positionis, donne une liste de, je ne vais pas donner le nombre, enfin, mais disons d'à peu près, je compte rapidement 60 ou 80 noms de lieux, justement, qui sont récupérés, de noms de lieux dont on dispose, mais qui ne peuvent pas être placés sur la carte. Donc, dont Ortelius va donner la liste dans le cartouche. Un autre cartouche donc, se concentre sur la région de Syracuse, où sont évoquées également les positions, un certain nombre de positions incertaines. Vous voyez ça donc à gauche. Dans la carte intitulée, carte de 1590, la carte intitulée Pontus Euxinus, donc ou Pont-Euxin, on peut lire à côté du mot Bosphore, enfin, faites-moi confiance, on peut lire donc un certain nombre de noms de lieux dont les positions sont déclarées comme ignotae, donc ignorées, inconnues, etc. Donc la représentation cartographique des lieux anciens s'effectue en fonction d'une norme de véracité qui est fournie par le travail lexicographique de correspondance qui est développé par les dictionnaires. Alors, je vais m'arrêter là justement avant de développer un autre exemple. Assim, não eram somente as ilustrações e as glosas dos autores antigos, né, que permitiam situar esses lugares. Ortelius, ele desenvolve uma relação prudente, muitas vezes crítica com as fontes textuais que ele utilizava. Notadamente para o caso dos topônimos, nos quais a localização precisa é uma preocupação constante para o cartógrafo. Nos mapas do Parergon, notadamente naqueles que dizem respeito à história profana, ele contém várias cartuchas, que é como ele está mostrando ali, cartelas, nas quais são dados longas listas de lugares considerados por Ortelius como não inscritos na carta, porque eles são desconhecidos, né, ou incertos, ou discutíveis. E assim ele está mostrando dois exemplos. O primeiro é na carta da Sicília, né, que é chamada, inclusive, né, de verdadeira Sicília, né, mas também
onde ele destaca os lugares não conhecidos ou desconhecidos, no qual ele dá uma lista de 48 cidades, 2 montes, 7 rios, etc., locais que ele não consegue situar na carta. Ou a carta da Siracusa, onde ele também apresenta uma série de lugares desconhecidos, né, que estão aí colocadas na cartela. Então, a representação cartográfica desses lugares antigos se efetua, então, em função de uma norma de veracidade, que é fornecida, em realidade, pelo trabalho de lexicografia de correspondência desenvolvida dentro dos dicionários. Par exemple, Ortelius, dans la carte consacrée à l'Espagne, donc dans un des cartouches justement, qui est consacré à une liste de noms de lieux dont les positions sont déclarées inconnues, renvoie très précisément à la Synonymia Geographica et au Thesaurus Geographicus. Donc, si vous voulez, les cartes d'une part et les dictionnaires, les cartes historiques d'une part et les dictionnaires d'autre part, se répondent pour former ce que j'appellerais un espace critique de représentation de l'histoire. Alors, la prudence d'Ortelius et son souci d'exactitude le conduisent également à esquisser dans les cartes elles-mêmes une confrontation des sources. À l'intérieur des cartes du Parergone, d'une carte du Parergone, un lieu ancien n'est pas encore tout à fait un lieu. Il reste le lieu d'un auteur où il a été lu, mais qui peut être démenti par un autre. Ainsi, par exemple, dans la même carte sur l'Espagne, le lieu aujourd'hui connu sous le nom de Cap Saint-Vincent, à la pointe sud-ouest du Portugal, reçoit 4 noms, reliés chacun à un auteur différent. Donc vous pouvez voir, Sacrum, Promontorum, etc., Septolémée, Columelle, Strabon et Eustate. Alors je conclurai de ces quelques exemples que dans le Parergone, Ortelius donc ne se contente pas de représenter l'histoire ancienne, mais il met en place un espace de critique des sources de l'histoire, qui est un cadre pour la discussion des historiens eux-mêmes. Les opérations cartographiques et lexicographiques donc deviennent un des moments fondamentaux de la représentation de l'histoire. Le Parergone, par conséquent, autant qu'il représente le monde ancien, exprime une prise de position sur l'état d'un savoir. La cartographie historique, donc, joue ici le rôle de mise à distance, de représentation du passé, une représentation qui permet également de le constituer objectivement en histoire. Então, em alguns mapas, Ortelius chega a direcionar o leitor, como é o caso aí do mapa da Espanha, onde ele coloca uma cartela, ele redireciona, então, o leitor às suas obras lexográficas, né? É interessante que, no caso desse mapa, esse redirecionamento acontece um ano antes da obra do dicionário vir à luz. Assim, as cartas e os dicionários se correspondem para formar um espaço crítico de representação gráfica da história. A prudência de Ortelius e a sua exatitude o conduzem igualmente a ensaiar uma confrontação das fontes que ele utiliza para fazer as cartas. Por exemplo, no interior de dos mapas, um lugar antigo não é ainda, é apenas um lugar. Ele continua desconhecido e ele pode ser mesmo desmentido por uma outra fonte. É o caso, por exemplo, do próprio mapa da Espanha, que acho que, se não me engano, é o exemplo aí de baixo, onde aparece o nome do Cabo de São Vicente, que é uma ponta sudoeste de Portugal. E ele mostra aí na cartela lateral que essa região recebe 4 nomes diferentes, cada um ligado a um autor diferente. Dessa forma, a partir desses exemplos,
Ortelius não se contenta de representar a história antiga, mas para ele, a história antiga, a geografia é um espaço de crítica das fontes da história, né, e um espaço de discussão dos historiadores eles mesmos. Essa operação cartográfica e lexográfica se tornam, então, momentos fundamentais da representação da história. A obra representa o mundo antigo, né, e exprime uma tomada de posição sobre o próprio saber, né? A cartografia representa, assim, joga precisamente esse papel de colocar a distância de representação do passado, que permite constituir objetivamente em história. Alors, je vais conclure parce que je suis trop long et je couperai de toute façon à la fin du texte. Simplement pour vous indiquer que cette attitude intellectuelle d'Ortelius vis-à-vis de l'histoire ancienne, qu'on trouve dans le Parergone, se retrouve également dans d'autres circonstances. Je vais évoquer en deux mots le type de regard qui est mis en scène par Ortelius et Hofnagel lors de leur voyage en Italie pendant l'hiver 1577-1578, un voyage en Italie, en particulier dans la région de Naples, et dont témoignent les dessins d'Hofnagel qui sont publiés donc un peu plus tard dans les Civitates Orbis Terrarum de Braun-Hogenberg. C'est un regard qui est double, un regard qui mêle à la fois des souvenirs de lecture et des observations sur le terrain, des lectures et des observations qui se contredisent d'ailleurs parfois, donc on a affaire à un regard qui est très ambivalent, comment dire, au plaisir de parcourir concrètement une terre d'histoire et de légende. On est en Campanie, donc on est on est près de Naples, dans la baie de Naples. L'expérience même des lieux va ajouter l'argument d'une prise de distance critique. D'un côté donc, c'est la joie d'y être, c'est la joie d'être là qui s'exprime dans les images. Vous voyez l'admiration, voire l'adoration qui s'exprime notamment dans l'image du bas, qui se voit donc dans les attitudes des personnages, dans les légendes qu'il donne à lire. Vous voyez également en haut à gauche les deux personnages, qui sont en fait Ortelius et Hofnagel, qui se représentent eux-mêmes, et qui indiquent bien que nous sommes, les voyageurs sont dans un lieu paradisiaque. Mais d'un autre côté, le regard se fait plus inquisiteur, plus observateur, plus expérimental, marquant ainsi une sorte de distance critique avec les traditions de l'Antiquité. On le voit par exemple, c'est le dernier exemple que je prendrai, dans la planche qui représente deux vues, le lac d'Amiano d'une part et Cumes d'autre part, qui est connu pour accueillir l'antre de la Sibylle. Dans le cadre supérieur, le texte indique que le nom du lac vient du grec aorgnon, qui signifie sans oiseau. Selon Virgile, l'absence d'oiseaux est due aux fumées mortelles qui s'élèvent du lac, dont on pensait qu'il était l'entrée des enfers. Fumée donc qui aurait le pouvoir de tuer les oiseaux passant au-dessus de l'eau. Au centre de l'image se tiennent nos deux voyageurs. Nos deux voyageurs, l'un pointant du doigt les oiseaux nageant dans le lac, tandis que l'autre prend des notes, qui sont peut-être d'ailleurs celles qu'on lit à la droite ou dans le commentaire. Alors, le commentaire qui accompagne et que j'ai mis en dessous nous dit bien, Ortelius et Hofnagel, je cite, ont connu par certaines expériences que ce lac n'est pas aorgnon. L'observation sur le terrain, si je puis dire, vient contredire le texte de Virgile. Bon, j'irai pas plus loin, je veux simplement indiquer qu'on peut mettre en rapport ce double regard avec l'attitude qui est adoptée par Ortelius dans la plupart de ses travaux d'historien, que ce soit dans la cartographie, dans la numismatique, les savoirs antiquaires. On y retrouve donc le même type d'ambivalence vis-à-vis du passé. Et je m'arrêterai là et je vous prie de m'excuser parce que je suis beaucoup trop long. C'est bien. Então, essa atitude intelectual adotada por Ortelius, né, na história antiga, no interior do Paragon, se encontra
também em outras circunstâncias, e ele vai destacar aqui uma viagem que o Ortelius fez com Hofnar no campo na Itália durante o inverno de 1577 e 1578 e que foi publicada numa obra a partir de 1580. Então, nessa obra, né, ela apresenta esse olhar duplo que mistura as lembranças reunidas da leitura com as observações sobre o terreno, né, e essas duas visões, né, que vêm da leitura e a da observação, muitas vezes se contradizem. Mas chama atenção nessa obra o prazer que ele relata, concreto, de observar e de percorrer esses lugares, né? Então, de um lado, essas imagens, elas exprimem essa admiração e essa alegria da atitude dos personagens que muitas vezes aparecem nas legendas. Então, por exemplo, quando ele diz, por exemplo, que um dos nomes de uma baía que aparece num dos mapas, né, ele acrescenta uma legenda que diz assim, não existe um lugar no mundo a preferir do que essa baía prazerosa. Mas, por outro lado, ele vai dar um exemplo de um lugar onde a experiência vinda da leitura se contradita à observação dos dois viajantes que aparecem, inclusive, registrados aí. Nesse caso, é essa baía, né, que recebe o nome grego de Argnon, né, que significa 100 pássaros. Porque, segundo Virgílio, a ausência desses pássaros sobre esse lago era por conta de umas fumaças, uns vapores mortais que faziam que qualquer pássaro que voasse sobre esse mar, sobre esse lago, morriam. Mas como os observadores, os dois lá, né, estão apontando no meio do lago, estão lá os pássaros nadando no meio do lago. E ele, então, conclui, né, que a observação sobre o terreno que eles realizaram contradizia o texto de Virgílio. Então, é preciso chamar a atenção desse duplo olhar da atitude adotada por Ortelius no domínio da história e do saber dos antigos. É possível encontrar esse mesmo tipo de ambivalência do passado quando ele lê os textos antigos. Merci beaucoup de votre attention et merci à la traductrice.